votre rapport. Le monde de la Seconde Guerre mondiale est marqué par ce mouvement. Qu'est-ce qui marque le monde de la Seconde Guerre mondiale? En 1945, quelle est la nouvelle situation? La séparation États-Unis et de l'Est. Maintenant, les États-Unis et de l'Est, qu'est-ce qu'ils avaient formé durant la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qu'ils avaient formé durant la Seconde Guerre mondiale? C'était des alliés. On les appelait les puissances alliées. Les puissances alliées composent les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne, la France. Maintenant, ils sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de manière générale sur le monde au-delà de la Seconde Guerre mondiale? Tu l'as dit tout à l'heure, il y a la séparation entre les États-Unis et l'Europe. Mais bien avant cette séparation, qu'est-ce que l'on constate? Le monde au-delà de la Seconde Guerre mondiale. 1945. Qu'est-ce que l'on constate en 1945? Un monde bipolaire. Mais bien avant le monde bipolaire. Concernant l'Europe, qu'est-ce que l'on constate sur l'Europe? Le monde en 1945. La situation de l'Europe en 1945. C'est le déclin de l'Europe. C'est ce qu'il faut retenir. C'est le déclin de l'Europe. Maintenant, comment se traduit ce déclin de l'Europe? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est affaiblie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est nulle. Pourquoi on parle de déclin de l'Europe? C'est parce que l'Europe était le principal champ de bataille. La majeure partie des bombardements a eu lieu en Europe. C'est pourquoi l'Europe a compté beaucoup plus de morts. C'est l'exemple de l'URSS. L'URSS à elle seule a compté 20 millions de morts. La Pologne, 6 millions de morts. Donc c'est l'Europe qui enregistre le plus le nombre de morts. Les bombardements également ont détruit ces infrastructures. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi on parle de déclin de ça, c'est la première situation. La première situation en Europe. Maintenant, quelle est l'autre situation? C'est l'émergence de deux superpuissances. Maintenant, qui sont ces deux superpuissances? Les États-Unis et Maintenant, comment vous expliquez la superpuissance des États-Unis? La superpuissance des États-Unis s'explique d'abord du point de vue militaire, mais également du point de vue économique. Du point de vue économique, les États-Unis non seulement sont venus de la guerre, mais les États-Unis deviennent la première puissance économique mondiale. Pourquoi les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale? C'est parce que durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Américains qui étaient les principaux créanciers de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont dans au moment où les Européens étaient en train de s'habituer, au moment où les Américains leur prêtaient de l'argent, mais également les Américains ont subi moins de bombardements sur le sol. Ils ont subi moins de bombardements. C'est la raison pour laquelle ils sont sortis super puissants. Mais quant à l'URSS, certes, l'URSS est sorti super puissant, mais du point de vue seulement militaire. Puisque du point de vue économique, du point de vue démographique, l'URSS a connu un déclin quand même. Mais pourquoi l'URSS est considérée comme une superpuissance au large de la Seconde Guerre mondiale? C'est à raison de son prestige militaire. Pourquoi prestige militaire? C'est parce que c'est l'URSS qui a libéré l'Europe de l'Allemagne nazie, libération de l'Allemagne nazie. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut retenir de la superpuissance, de je ne sais pas si vous connaissez le terme prestige. Dans le prestige, prestige signifie une grande considération, puisque l'Allemagne avait beaucoup dominé le monde durant la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne, Hitler, le sonologue des Européens, particulièrement les Français, les Français. Maintenant, c'est Staline qui
il a tout fait pour combattre l'obscurité humaine. Maintenant, cela lui a donné un prestige. Cela a fait que le monde a beaucoup considéré l'UNESCO. C'est pourquoi on considère l'UNESCO comme une super puissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bien, maintenant, ces deux situations font que on sort d'une deuxième guerre mondiale. Il y a ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Maintenant, ces deux situations-là donnent ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est le degré de l'Europe plus l'émergence des deux superpuissances. Maintenant, ce nouvel ordre mondial également se traduit par la création de. Donc, quand on vous dit quel est le nouvel ordre mondial au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il faut dire que le nouvel ordre mondial se traduit par le déclin de l'Europe, mais par le déclin des puissances européennes, telles que la France, telles que la Grande-Bretagne, etc. Le nouvel ordre mondial également se traduit par l'émergence de deux superpuissances. Le nouvel ordre mondial également se traduit également par, la carte du monde est redessinée. Puisque l'Allemagne a perdu des territoires en Europe, l'Allemagne a perdu des territoires en Afrique. Le Japon également a perdu des territoires en Asie. Puisque durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait envahi beaucoup de territoires. C'est l'exemple de la Chine, c'est l'exemple de la Corée, c'est l'exemple de l'Indochine. Maintenant, lorsque le Japon a capturé en septembre 1945, conséquence, le Japon va se retirer de ces territoires. C'est pourquoi on dit comment dirais-je, la carte du monde est redessinée. Donc voilà ce que l'on retient d'abord du monde en 1940, la situation du monde en 1940. Cet élément-là, il faut bien le comprendre. La déclaration sur l'Europe libérée. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant la Seconde Guerre mondiale, tout à l'heure, j'ai parlé du prestige de l'URSS. L'URSS a libéré beaucoup de pays durant la Seconde Guerre mondiale. Il les a libérés de l'Allemagne nazie. Il les a libérés de Hitler. Mais la conséquence, durant la conférence de Yalta, c'était en février 1945. Churchill était le premier ministre britannique. Et Staline était le chef d'État de l'URSS. Il y a également Roosevelt. Maintenant, Roosevelt, puisque la conférence, les principaux participants de cette conférence, c'est Roosevelt, c'est Staline. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Oui, ils ont dit à Staline, du fait que c'est l'URSS qui a libéré ces pays de l'Allemagne nazie, maintenant on confie à Staline d'organiser des élections. Par exemple, nous Moro, nous Moro, du faire lui. Voilà, du faire Syré, mon envoyé ces trois territoires. Il a voulu libérer ces trois éléments de Syrie. Puisque Syrie, nous dominons, nous Moro, ba génne ko léegi nag ngeen dégg bu mu dit en tant que moi URSS, je vais organiser ce mois qui est libéré ces trois éléments de décider. Qu'est-ce que je dois faire? Je me confier la mission d'organiser des élections libres et transparentes dans ces pays-là. Vous me donnez cette mission-là. Maintenant, c'est ce qu'on appelle de l'autre Hitler. Puisque Hitler, lorsqu'il avait envahi ces territoires, il avait mis en place des régimes fascistes, des régimes de dictature. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Ces pays-là qui sont libérés, il faut leur laisser le choix, donc de choisir eux-mêmes leur propre gouvernement. Puisque si vous vous rappelez de votre programme de première, avec la révolution industrielle, la révolution industrielle a donné naissance au capitalisme. Maintenant, avec le capitalisme, certains Européens ont commencé à dénoncer le capitalisme en disant que le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Maintenant, il y a des philosophes, des économistes qui ont dénoncé cette situation-là. C'est l'exemple de Karl Marx. C'est pourquoi Karl Marx va proposer quoi? Le système socialiste. Une société égale. Maintenant, il y a des pays européens maintenant qui ont commencé à mettre en place le système socialiste. Donc, de ce fait, il y a plusieurs types de systèmes. Maintenant, qu'est-ce que les dirigeants des migrants ont dit de ces pays-là? Ils ont dit maintenant de laisser à ces pays-là d'élire le dirigeant qui décide. S'ils veulent que le dirigeant soit des communistes ou des socialistes, ils vont élire des socialistes.
s'ils veulent que les dirigeants soient les capitalistes, ils vont les choisir. Donc c'est pourquoi ils ont utilisé les termes de l'Europe libérée. Moi, je suis Staline, je suis RSS. Je suis chargé d'organiser ces élections dans ces 3 pays-là, que je considère comme ces élections. Maintenant, qu'est-ce que Staline va faire? Maintenant, Staline, lui, il avait un slogan. Il disait que tout ce qui sera libéré par l'arme rouge restera rouge. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression. Tout ce qui sera libéré par l'arme rouge restera rouge. Vous savez que la couleur de l'arme soviétique, c'était la couleur rouge. C'est pourquoi il considère l'arme rouge comme tout ce qui sera libéré par l'arme rouge restera rouge. La couleur également du social, du communisme, c'est rouge. Donc c'est pourquoi il considère lui qui a libéré, comme je dis, j'ai libéré ces 3 élèves. Quand j'organiserai des élections dans ces 3 pays-là, je vais les imposer des régimes communistes. Maintenant, c'est ce qu'il va faire. Donc, après avoir organisé des élections, il va falsifier certains résultats. Il va mettre en place des dirigeants communistes. Lorsqu'il a mis en place des dirigeants communistes, conséquence, les États-Unis vont se méfier de c'est pourquoi, lors de la conférence de Potsdam, s'est faite dans une atmosphère de méfiance. Pourquoi la conférence de Potsdam s'est faite dans une atmosphère de méfiance? C'est parce que entre la conférence de Yalta et la conférence de Potsdam, il y a la violation sur l'Europe. Donc il n'y a plus confiance entre Staline et le nouveau dirigeant, c'était Truman. Puisque Roosevelt est décédé au mois d'avril. Juste après la conférence de Yalta, Roosevelt est décédé, il est remplacé par Truman. Maintenant, Truman, lorsqu'il est arrivé, donc il va faire ce constat. Lorsqu'il va faire ce constat, maintenant, lors de la conférence, ils ont pris des décisions lors de la conférence. Mais cette conférence est faite dans une atmosphère de méfiance. C'est quoi la méfiance? La méfiance, c'est manquer de confiance. Donc, pourquoi c'est manquer de confiance? Parce qu'il y a la violation des accords de Et maintenant, néanmoins, il y a des décisions qui sont prises. Puisque le contexte de la conférence de Yalta n'est pas le même que le contexte de la conférence de Potsdam. Pourquoi ce n'est pas le même? Parce que, bien à la conférence de Yalta, l'Allemagne n'avait pas encore capitulé. L'Allemagne n'avait pas encore perdu la guerre. Mais la défaite allemande était imminente. Pourquoi la défaite allemande était imminente? Parce que les Alliés étaient sûrs et certains qu'ils vont combattre. Puisque Hitler a perdu beaucoup de batailles. C'est l'exemple du débarquement de Normandie. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. Le débarquement de Normandie va célébrer le 80e anniversaire. C'était en juin 1940. C'est avec le débarquement de Normandie qu'on a libéré la France. Donc la France est libérée de l'Allemagne depuis 1940. Maintenant, après le débarquement de Normandie, on a encouragé vers la France, vers certains territoires. De ce fait, il ne restait que l'Allemagne. Donc, les puissants alliés étaient sûrs et certains qu'ils vont gagner la guerre. Donc, maintenant, lors de la conférence de Yalta, ils préparaient des stratégies. Et on a donné des dates au Hitler. C'était sûr et certain. Puisque Hitler a fait beaucoup de batailles. Maintenant, la conférence de Yalta, c'était de prendre des mesures. D'ailleurs, ils ont dit qu'il faut diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Et il y a une carte sur l'autre. Il y a des savants non la division. Donc, je suis certain que je ne vais pas. C'est pourquoi je dis que la défaite allemande était imminente lors de la conférence de Yalta. Donc, le contexte de Yalta n'est pas le même que le contexte de Potsdam. Puisque lors de la conférence de Yalta, il n'y avait pas cette méfiance. Lors de la conférence de Yalta, il n'y avait pas encore la fin de la guerre en Europe. Mais lors de la conférence de Potsdam, fin de la guerre en Europe. Fin de la guerre en Europe. Dans le régime communiste, il n'y a pas d'opposants. Les libertés sont très restreintes. On opposant. Même aujourd'hui, si vous partez en Chine, vous parlez
politiquement, c'est pour ici, mais économiquement, c'est social de marché. Il y a donc pas 50 ans qui sont nationalisés, mais d'autres pas, on a la privatisation. Mais le point de vue c'est le communisme. Donc, dans ce communisme, il y a pas de raison. Donc, les États-Unis vont dire, un pays où il n'y a pas de religion, donc c'est un régime antidémocratique. Maintenant, ils ont lutté dans la Seconde Guerre mondiale pour combattre le fascisme militaire. Ils ne peuvent admettre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que d'autres régimes naissent et qui sont antidémocratiques. Donc, tout le monde ne peut pas accepter cela. Les États ne peuvent pas accepter cela. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de combattre le communisme. C'est la raison pour laquelle tout le monde va faire ceci. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays européens veulent être communistes. Il faut dans leur exemple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont matérialisé la vie de l'humain, c'est ce qu'on appelle la maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais le RSS du corps va répondre. Eux également, ils vont réagir. Donc, ils vont réagir à la vie de l'humain en mettant en place ce que l'on appelle la culture. La culture générale, ils considèrent le capitalisme comme l'impérialisme. Puisque c'est le capitalisme qui est à l'origine des inégalités sociales à l'Europe. Tout à l'heure, j'ai parlé de la révolution industrielle. La révolution industrielle a donné naissance au capitalisme. Le capitalisme a donné naissance à des inégalités sociales à l'Europe, avec les bourgeois et les ouvriers. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il y a la naissance du socialisme. Donc, les communistes considèrent le système capitaliste comme antidémocratique. Considèrent le système capitaliste comme impérialiste. D'ailleurs, même, avant la Seconde Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale, et après la Seconde Guerre mondiale, les puissances européennes étaient des puissances coloniales. Donc, ils considèrent les Occidentaux comme des puissances coloniales. Les puissances coloniales, on les considère comme des impérialistes. Donc, je leur demande à dénoncer le comportement des Français de la Grande Bretagne qui sont suivis par les États. C'est pourquoi ils ont lancé la République, je le donne, en réponse à la politique. Maintenant, ils ne se limitent pas à cela. Pour répondre au voyage de plan Marshall, ils lancent ce qu'on appelle une nécessité économique mutuelle pour soutenir économiquement le pays à niveau de l'État. Donc, voici en résumé ce que l'on retient sur les causes de la guerre froide. Les causes de la guerre froide, il faut le résumer en deux. C'est la méfiance, plus, si on disait quelles sont les causes de la guerre froide, cause guerre froide égale, j'ai utilisé le terme égale méfiance plus. Méfiance, c'est deux relations des accords de l'État. Rupture, c'est l'annonce des deux pays, mais également l'annonce du plan Marshall. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, comment est-ce que les découvrir à la suite de ces événements-là? Qu'est-ce qui va se passer? Les États-Unis vont essayer. Oui, c'est pas dénoncé. Je voulais parler de ça. Oui, il y en a qui se voulaient savoir. Non, si, beaucoup de si. Mais là, je vais parler après de ça. Parce que, à ce moment, avant de parler de Tchéquie, il faut d'abord parler du comportement des deux de la guerre. Voilà. Tchéquie, lui, ce n'est pas son discours véritablement qui est à l'origine de la guerre froide, mais lui, il a fait un constat. Il est parti aux États-Unis en 1946. Il a constaté que l'Europe était en train de diviser en deux. Il faut la revenir après. Comprenez? Maintenant, je vais en venir. Après cette situation-là, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, ils vont essayer de former des blocs. La formation des blocs. Maintenant, chacun va essayer d'avoir le maximum d'amis. Lorsque chacun a voulu avoir le maximum d'amis, d'abord, pour les États-Unis, lorsqu'ils ont lancé le plan Marshall, bien avant qu'ils lancent le plan Marshall, on constatait que certains pays, surtout les pays de l'Ouest, commençaient à épouser l'idéologie du pouvoir, commençaient à s'allier avec les États-Unis.
de même que avec la violation des actes de l'État sur la déclaration sur le libéré, beaucoup de pays d'Europe de l'Est commencent à devenir